Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous, de discuter d'innovation pédagogique numérique. Alors on va revenir là-dessus. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Il faut savoir que quand j'ai reçu le mail au départ, je pensais que c'était un spam, une école d'ingénieurs qui invite un chercheur en sciences de l'éducation. Je me disais non, c'est un spam, il y a un problème. Puis j'ai répondu, on m'a répondu, j'ai vu que c'était pas un robot, et non, c'était donc pas un spam. Je voulais aussi vous féliciter de ce que j'ai pu voir, vous féliciter par rapport aux projets qui ont déjà été menés, par rapport au fait que vous soyez là aujourd'hui, même si vous n'avez pas monté de projet, pour réfléchir ensemble sur la pédagogie, parce que cette évolution de la pédagogie dans l'enseignement supérieur, c'est tout un travail, ça prend du temps, c'est parfois difficilement valorisé, alors ces journées les valorisent, et vraiment félicitations à la fois au projet, et puis à vous d'être là pour partager, c'est très important. Alors, pour me présenter rapidement, on l'a fait, mais donc je suis chercheur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Désolé s'il y aura quelques belgicismes dans ma présentation. Et je dirige là-bas la cellule qui s'occupe, comme on l'a expliqué, de tout ce qui est pédagogie universitaire numérique, allant de l'enseignant qui souhaite utiliser un peu de numérique au sein de sa classe jusqu'à des enseignants qui font des cours en ligne ouverts et massifs comme ceux dont on a parlé tout à l'heure. Et par rapport à ça, c'est une équipe que j'ai le plaisir de diriger, une équipe un peu particulière, une équipe multidisciplinaire avec des informaticiens, des chercheurs en sciences de l'éducation, des conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques, un technicien audiovisuel, des graphistes, dont une graphiste scientifique, des gestionnaires de projets, bref, pas mal de gens un peu différents qui sont normalement très éparpillés dans l'université, à l'Université libre de Bruxelles, on a réussi à les réunir, et qui travaillent avec des enseignants qui viennent chez nous collaborer à l'élaboration de leurs cours. Et on arrive à faire parler des informaticiens à des enseignants, ça fonctionne. Enfin, c'est parfois un peu difficile, mais voilà, tout le monde travaille ensemble pour développer un ensemble de projets. Et comme on l'a expliqué, en faisant du développement d'outils numériques pour l'enseignement et pour l'apprentissage, en accompagnant des projets et en faisant de la co-conception. C'est-à-dire que le plus loin où on va avec les enseignants, c'est de la co-conception. Notre volonté, c'est de les rendre autonomes. L'accompagnement, c'est vraiment les former, les conseiller, et ils sont autonomes quasi directement. Ou alors, on va faire avec eux pour les rendre autonomes par la suite. À aucun moment, un enseignant va arriver en disant « je veux numériser ceci, voilà, c'est mon polycopier ou c'est mon livre de référence, je vous revois dans 6 mois et on fera l'évaluation de votre travail ». Non, ce n'est pas du tout la philosophie. C'est vraiment, on utilise le numérique comme un cheval de Troie pédagogique, on attire les enseignants avec le numérique, et après, on ne leur parle que de pédagogie, sans qu'ils s'en rendent trop compte. C'est parfois difficile. Et à côté de ça, on mène des activités de recherche, ce qui crée parfois une schizophrénie dans l'équipe, et je vous le partagerai par la suite, des activités de recherche appliquées, où on évalue tous les dispositifs qu'on met en œuvre, mais également de la recherche plus fondamentale sur notamment les pratiques d'apprentissage aujourd'hui avec les dispositifs numériques. Or, juste pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire et voilà, ce qui se fait à l'université, qui n'est pas grandiose, enfin, qui est tout aussi bien que ce qui peut se faire ici. On permet par exemple l'enregistrement des séances en présentiel avec un ensemble d'amphis qui sont équipés d'une infrastructure qu'on a entièrement développée à l'université, qui va permettre aux étudiants de revoir les cours, comme on le voit ici, de passer de la vidéo au diaporama, de pouvoir annoter la vidéo tout au long de la lecture pour pouvoir rendre la vidéo, qui est souvent un média passif, on a un média actif où les étudiants vont pouvoir donc annoter, partager ces annotations, discuter sur des moments précis. Donc ça c'est le côté développement, où on travaille avec les enseignants et les étudiants sur ces développements, et donc c'est une infrastructure open source qui est mise à disposition. À côté de ça, comme ça peut se faire dans d'autres universités, on va accompagner la création de dispositifs en ligne, que ce soit des dispositifs sur le LMS institutionnel, ici une plateforme d'accompagnement sur laquelle je reviendrai probablement un moment, une plateforme d'accompagnement composée d'un ensemble de modules d'apprentissage dans le domaine de la santé publique. On n'a pas qu'une école d'ingénieurs, j'ai pris des exemples d'un peu partout, ou des MOOC, des cours en ligne ouverts et massifs, et je vous montrerai l'exemple tout à l'heure d'un cours en ligne ouvert et massif d'apprentissage de l'anglais.
Alors, dans mes intérêts de recherche, on le disait, ce qui m'intéresse le plus, c'est ceci. Alors, quoi dans ceci? C'est ce que j'appelle l'environnement personnel d'apprentissage des étudiants et comment les étudiants élaborent leur environnement personnel d'apprentissage. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, plus ou moins, les étudiants, aujourd'hui, utilisent à la fois des outils numériques et également des outils non numériques dans le cadre de leur apprentissage. Et donc déjà, ils essayent de faire tant bien que mal un mix dans tout ça. Puis ils utilisent des outils institutionnels, les polycopiers que vous leur proposez, le livre de référence, les diaporamas, etc. Mais ils utilisent aussi des outils non institutionnels qui sortent de ce que vous proposez, des groupes Facebook, des dossiers Dropbox sur lesquels ils partagent les photos des examens des années précédentes, parce que même si on y fait attention, ils y arrivent toujours, où ils partagent, parfois ils ont des chaînes YouTube privées où ils vous ont enregistré. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les étudiants se créent ces environnements d'apprentissage. Et puis je m'intéresse beaucoup au lien, et j'y reviendrai, entre inégalités numériques et les difficultés numériques que les étudiants peuvent avoir et leurs usages et leur élaboration de ces environnements à des fins d'apprentissage. Et c'est un avant-propos important, c'est que je ne viens pas ici en vous disant le numérique c'est génial, passez tout au numérique, on fait que des cours en ligne, plus besoin d'amphi, etc. Non. Au contraire, en termes de recherche, je fais partie d'un groupe qui est plutôt cette DIACI, un groupe de recherche sur une approche sociocritique du numérique en éducation, où on développe toute une approche critique de l'usage du numérique. Et d'ailleurs, cet exemple, c'est le premier article que j'ai publié sur les MOOC. On venait d'obtenir un financement assez important au sein de l'université pour développer des MOOC par l'intermédiaire de notre vice-rectorat. Le vice-rectorat n'a pas été super content de voir que c'était ça le premier article qui pouvait sortir du projet. Mais voilà, c'est ça notre schizophrénie. C'est à la fois pouvoir, en quelque sorte, promouvoir le numérique tout en gardant une attitude critique vis-à-vis de ces outils. Et c'est un peu de cette schizophrénie c'est cette schizophrénie que je vais essayer de vous partager pour que vous soyez toutes et tous un peu plus schizophrènes par rapport au numérique d'ici la fin de cette conférence. Alors, on l'a annoncé en long, en large, etc. Maintenant, je suis un peu obligé, on va parler de conférences interactives. Alors la conférence interactive, elle le sera à différents niveaux, déjà parce que je vous envoie un petit questionnaire en amont, enfin la plupart d'entre vous. J'ai une cinquantaine de réponses à ce questionnaire de la part d'enseignants qui ont répondu à ça, que j'ai analysé. Donc je vous ai interrogé un peu avant la conférence, et puis durant la conférence, on m'a parlé d'un amphi, je savais que ce serait un environnement pédagogique hostile, que vous faire discuter ici, ce serait un peu difficile. Donc je suis venu avec une solution. Ce serait une conférence smartphone friendly ou même portable, enfin ordinateur portable friendly. Donc prenez vos smartphones, prenez vos portables, vous divisez votre écran en deux, les mails d'un côté et ce que je vais vous proposer de l'autre. Et je vais vous proposer un outil qui s'appelle WooClap. WooClap, c'est un outil belge. J'en ai parlé hier soir aux organisateurs, et directement on m'a dit « Ah, c'est super, tu as un outil, mais nous aussi on en a un ». Et donc j'en parle également. Il y a un outil qui est fait ici à l'université de Toulouse, qui s'appelle eQuiz, pour rendre les cours plus interactifs. L'URL est là, je la remettrai dans la présentation, et voilà, c'est développé par l'ISAE, entre autres. Je vais faire attention à ne pas rentrer dans les querelles internes potentielles. Donc, c'est développé à Toulouse. Je vous invite à le tester. J'ai appris ça hier soir. J'ai essayé d'être sûr que tout fonctionne, et donc je ne me suis pas lancé pleinement dans l'utilisation de l'outil. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser WooClap que j'avais prévu, donc qui est un outil belge développé par d'anciens étudiants de l'Université libre de Bruxelles. Allez, même là, il y a des petites guéguerres. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous connecter à Internet, soit sur EduRoam, c'est le plus simple, soit sur un réseau. J'ai demandé qu'il y ait du réseau, et je crois que les gens n'étaient pas trop contents que je demande du réseau. Ils ont mis un mot de passe un peu compliqué. Enfin, ça va, c'est encore... Et donc je vous propose de prendre 30 secondes. C'est aussi un test de vos compétences numériques. Je
On va voir combien de personnes sont connectées. Je vois des gens qui demandent de l'aide à d'autres personnes. Ok. Bon, j'espère que tout le monde est plus ou moins connecté. Si pas, on finira avec les mains. Et donc, je vais vous proposer de vous connecter à un site internet. Hop, je lance ça tout de suite. wooclap.com/inp. J'ai essayé de ne pas faire trop compliqué. 8, 9, 10, je ne sais pas combien on est. Donc pour les organisateurs, vous prenez le nombre de participants total qui sont arrivés, moins le nombre de participants connectés, ça vous donne le ratio pour les compétences numériques des personnes. 34, 35. Bon, on va commencer. Il y a peut-être d'autres personnes qui nous rejoindront en cours. Et donc, dans un premier temps, je souhaitais savoir, vous positionner un peu par rapport à l'utilisation du numérique et faire un petit avant-propos. Alors, ce matin, on a parlé de conférences, de classe renversée. Je parle plutôt de classe inversée. Je voulais vous poser la question. Finalement, c'est quoi une classe inversée? Normalement, ça s'affiche sur vos smartphones ou votre ordinateur. Et là, il y a souvent un « Monsieur, ça ne fonctionne pas ». Évidemment, directement, ça triche. J'ai mis la bonne réponse, ça partage. Ça parle des étudiants, mais... N'ayez pas peur, c'est pas grave si on se trompe. Si vous ne connaissez pas la réponse, tentez-en une. Faites comme vos étudiants au partiel. Et donc, je vais afficher les réponses. On a 75% de bonnes réponses. Ceux qui souhaitaient que les meilleurs étudiants donnent cours aux plus faibles, désolé, on ne parlera pas de ça, mais ça peut être intéressant. Ce n'est pas non plus une nouvelle manière d'envisager l'architecture, même si l'architecture des amphithéâtres est à penser. Et donc, c'est vraiment cette approche pédagogique qui est une approche. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une méthodologie, c'est juste une approche. On va plutôt on va faire un usage plus intéressant, en quelque sorte, de la présence et de la distance. Ou à distance, on va mettre un certain nombre de contenus, souvent les contenus théoriques, mais pas que, également des exercices, des activités. Et puis, en présence, avoir des moments plus centrés sur l'apprentissage et l'activité des étudiants. Une chose aussi en guise d'avant-propos avant la prochaine question, s'il y a un belgicisme que vous n'avez pas compris, ou s'il y a un terme, une technologie que vous ne comprenez pas, ou un néologisme, sciences de l'éducation, un terme, n'hésitez pas à lever la main, je recommence. Je ne voudrais pas que des ingénieurs soient contre moi, enfin, des écoles d'ingénieurs. Et donc, prochaine question. Je vais cacher les résultats, sinon je vois que on a déjà eu la réponse plus ou moins ce matin. Ça permet de faire aussi des questions de rappel. Est-ce que vous avez bien écouté la séance du matin? Ça répond beaucoup plus rapidement. Et donc là, majorité écrasante des 6 minutes. Et en effet, au bout de 5 à 6 minutes, on va voir qu'en termes d'utilisation des vidéos, il y a une perte d'attention.
C'est quelque chose que j'ai constaté. J'en ai reçu plein d'anecdotes. C'est quelque chose que j'ai constaté lorsque j'ai travaillé avec les premiers enseignants autour des vidéos pédagogiques et qu'on a commencé avec une vidéo sur l'usage du microscope. Et l'usage du microscope, on a fait une vidéo de 12 minutes sur comment utiliser le microscope, comment le nettoyer, etc. pour préparer des travaux pratiques en histologie. On a fait cette vidéo, on était content d'avoir fait cette vidéo, on la met à disposition d'un groupe d'étudiants avant les travaux pratiques. On voit qu'aucun étudiant et étudiante n'a regardé la vidéo. On va leur demander pourquoi, enfin c'est l'enseignant qui demande pourquoi à la fin du cours, ils disent « c'est trop long, c'était 12 minutes, c'est trop long ». Ok. Il disait on n'a pas le temps, 12 minutes, c'est beaucoup trop long. On avait d'autres groupes de travaux pratiques, donc entre-temps, on a réagi assez vite. On a coupé la vidéo en 3 parties. L'une sur les différentes parties du microscope, la deuxième sur comment utiliser le microscope, la troisième sur comment nettoyer le microscope. En plus, on a ajouté une petite introduction pour expliquer à chaque fois de quoi la vidéo allait parler. Donc plutôt que 3 vidéos de 4 minutes, c'est devenu 3 vidéos de 5 minutes. On les a mises à disposition des étudiants. On va voir laquelle ils vont regarder le plus. Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des étudiants ont regardé la première vidéo, mais surtout ont regardé l'ensemble des vidéos les unes après les autres. Donc pour les étudiants d'aujourd'hui, une vidéo de 12 minutes est beaucoup plus longue que 3 vidéos de 5 minutes. Alors je ne sais pas si des problèmes mathématiques, etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Et vous-même peut-être, je ne sais pas si certains ont des pratiques d'usage par exemple de vidéos sur YouTube, en discutant, 15 minutes, on regarde, c'est vrai que se dire « Ouh, je me mets 15 minutes sur YouTube », c'est waouh. Par contre, regarder 4-5 vidéos de plus ou moins 5 minutes, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, la vidéo, c'est un outil assez particulier qu'il faut savoir maîtriser avec soin et dont on reparlera également par la suite. Alors cette conférence dite interactive, on va utiliser ce logiciel à plusieurs moments. Et dans l'avant-propos, j'avais une première question à vous poser pour un peu avoir votre appréhension sur le digital learning ou l'apprentissage numérique. Je vais vous demander, qu'est-ce que ce terme évoque pour vous, digital learning, apprentissage numérique, pour vous en 1 ou 2 mots? Ça évoque quoi? Qu'est-ce qui vient? Alors, normalement, ça s'ouvre, vous allez devoir écrire. Comptez sur les doigts. Ah oui, numérique, ok. On a des techno-enthousiastes, des technosceptiques. On a plein d'idées. Oui, à un moment, il faut s'arrêter, sinon on ne pourra plus lire. On ne pourra jamais lire. Alors, on parle d'apprentissage à distance, d'experts, de Moodle, de LMS, de... Oh. J'espère qu'il n'y aura pas de crise d'épilepsie dans la salle. Oh, ça bouge trop. S'il vous plaît, arrêtez. Je vais vous empêcher de répondre. Donc, je crois que c'est le logiciel qui tourne en boucle maintenant. Il est rodé. Donc, autonomie. Juste une question. Tiens, si c'est l'autonomie qui revient, est-ce que c'est autonomie des enseignants, autonomie des étudiants bon, c'était anonyme jusque-là. Maintenant, il y a quelqu'un qui va devoir se dénoncer, qui va devoir dire pourquoi il est... Il y a des gens qui dénoncent les autres, mais moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Donc, qui a mis autonomie et qui souhaiterait partager? Madame, par là. Oui. Autonomie des étudiants. Parce que si c'est un apprentissage numérique, ils sont autonomes ou de base, ils sont autonomes pour apprendre numériquement? Ça renforce leur autonomie. Ok, super. Merci. Et puis, pas mal d'idées. Alors, des idées assez diversifiées. En effet, on parle de différents outils technologiques derrière. Il y a MOOC, LMS, j'ai vu apprentissage à distance, Facebook, etc. Je vais vous donner ma définition. Ma définition de ce qu'était le digital learning, l'apprentissage numérique et l'utilisation du numérique pour l'apprentissage. Avec ce petit schéma, où vous avez d'abord sur le haut ici
les différents types de formations. Et vous avez d'abord la formation en présentiel, telle que vous la connaissez ici. La formation à distance, certains en parlaient, formation qui se déroule en dehors des locaux et où tout le monde est à distance. Et puis la formation hybride qui se trouve entre les deux et qui va faire un usage à la fois du présentiel et de la distance, la classe inversée étant une de ces modalités d'apprentissage hybride où on utilise la présence et la distance. Et par rapport à ça, je vois deux dimensions, enfin je donne deux dimensions, ce sont les activités synchrones, celles qui se font en même temps, et ensuite les activités asynchrones, celles qui se font à des temps différents, où on va interagir, etc., de manière différée, où tout le monde n'est pas en direct en même temps en train de soit d'être enseigné ou d'apprendre ou de collaborer. Et donc avec ce découpage, on va pouvoir voir des technologies, alors vous ne les voyez peut-être pas ici, des exemples d'outils et de méthodes, mais le système de vote interactif comme on peut le voir ici, si je l'utilise, c'est d'une part pour vous le montrer, mais ça va permettre de renforcer le présentiel. L'idée, c'est de renforcer les activités synchrones en présentiel dans un amphi comme celui-là. Essayez de compter vos mains, je compte très mal et très peu vite, donc je préfère utiliser ce logiciel. Un avantage de ce logiciel qu'on a remarqué dans les recherches, c'est que ça engage beaucoup plus les étudiants d'un point de vue affectif à répondre. Ce n'est pas un engagement motivationnel. Souvent, on dit « Ah, c'est l'attrait de la nouveauté ». Certes, on parle toujours de ça, on oublie, ça s'étiole très vite. Par contre, en termes d'engagement affectif, c'est important pour les étudiants. Qu'est-ce que j'entends par là? Les étudiants osent donner des réponses ou poser des questions sans avoir la peur de donner la mauvaise réponse ou de poser une bête question. Et donc là, ça va être assez important d'utiliser ce genre d'outils pour permettre aux étudiants d'interagir, de donner leurs préconceptions, leurs réponses et prendre en compte soit qu'ils ont des bonnes, que leurs réponses sont bonnes, soit qu'elles ne sont pas bonnes. S'ils ne font pas ce travail, ils n'en prennent pas compte et leur poser des questions ne sert à rien. Donc vraiment, c'est un outil qui va renforcer ça. Après, on a des méthodes pour la formation hybride, je le disais, c'est la classe inversée. Et puis, à distance, on peut avoir des choses qui vont être synchrones, ce sont les classes virtuelles, les webinaires. Je donne par exemple, j'ai une charge de cours à l'université de Sherbrooke, j'ai un ensemble d'étudiants qui sont chacun chez eux, moi je suis chez moi, et on est dans un logiciel sur de Skype pensé pour l'éducation, et eux vont, je donne cours, ils vont travailler en groupe, etc., à travers ce logiciel, et tout se fait en direct, comme si j'étais dans un amphi, mais en mieux sur Internet. Puis il y a des activités asynchrones, que peuvent être les serious games lorsqu'ils sont en ligne, les MOOC, etc. Donc voilà la définition que je vous propose de l'apprentissage numérique et un premier cadrage de tout ça. Vous voyez aussi, et ça va être, je vais taper sur le clou à plusieurs moments, les outils sont toujours des supports aux méthodes. Ce pas les outils qui viennent en premier. Je ne dis pas « je veux faire un MOOC ». Comment je vais le faire, pourquoi, etc. Non, c'est j'ai envie de faire ça avec mes étudiants, parce que soit ils ont telle problématique, ou soit j'ai envie de tester quelque chose par rapport à leurs besoins. Et ensuite, j'ai trouvé la méthode la plus adaptée. La deuxième la deuxième question que j'avais pour vous, je vais la poser un peu autrement sous forme de questions, c'est quel était votre sentiment principal lors de votre dernière expérience d'apprentissage en ligne, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais votre sentiment. Il peut être très positif comme très négatif. Hein. C'est un terme qui décrirait ça. En tant qu'étudiant, pardon. D'apprenant. Étudiant, c'est un grand mot, mais apprenant. Que ce soit un MOOC, que ce soit un cours en ligne, que ce soit limite des vidéos YouTube. C'est beau l'apprentissage en ligne. Déception, solitude, long, ennui, seul, isolement. Waouh! Mais c'est parce que vous n'avez pas suivi les MOOC de l'Université libre de Bruxelles. Alors, quand je pose cette question, en effet, l'image générale de tout ce qui est utilisation du numérique et surtout utilisation du numérique à distance, elle n'est pas super bonne. Alors pour ça, je voulais vous l'illustrer avec
avec une petite école d'ingénieurs en Suisse. Ils font quelques cours en ligne. Je ne m'y connais pas dans le domaine, on m'a juste dit non, ils ne sont pas trop connus. J'ai pris un extrait de la bande-annonce de leur cours en ligne ouvert et massif. Je vais vous passer cet extrait et je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui vous pose question, qui vous pose problème, qui vous interpelle? La vidéo, je ne vais pas mettre de son, ce sont juste les images, ça dure 15 secondes. Hormis le fait que des étudiants travaillent, peut-être d'autres choses. C'est à vous. Et on va utiliser, cette fois-ci, la bouche, plutôt que le smartphone. Mais gardez votre smartphone ou votre ordinateur à portée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose question, qui vous apparaît anormal dans cette vidéo? Allez, je vous donne un indice. Machine de Skinner, 1960, 1960, apprentissage programmé, indiquant qu'il n'y a un apprentissage effectif et efficace que lorsque le feedback est proposé aux apprenants. Est-ce que dans les MOOC de cette célèbre petite école d'ingénieurs, plus c'est filmé, je vais me faire des amis, est-ce que le feedback ici vous paraît pertinent? Non. Globalement, ce feedback ne sert à rien. Pire, il peut créer beaucoup plus d'erreurs chez les apprenants. Pas celui-ci, mais lorsqu'on lui dit correct, ça tombe, l'étudiant se dit, je donne la réponse, c'est la réponse à la collimation de l'appareil, il la donne pour une raison X, en fait c'est pour la raison Y, si on lui dit correct, il sera renforcé dans cette raison X. Donc, en quelque sorte, on les rend moins intelligents, ou du moins on crée des erreurs chez les étudiants en n'utilisant pas le feedback. Et donc, malheureusement, la majorité des dispositifs numériques d'enseignement à distance ou hybride manquent d'un ensemble d'aspects pédagogiques. Et je vous dis, ça c'est 1960, et pourtant ça ne se trouve plus dans les cours. Autre chose, et c'est venu dans vos petits mots sur l'expérience, c'est vidéo. Vidéo, vidéo, vidéo. On enchaîne les vidéos, ensuite on a un quiz, on enchaîne les vidéos, on a un quiz. Non, l'apprentissage à distance, l'apprentissage avec le numérique, ça peut être bien plus que ça. Et d'ailleurs, je parlerai par la suite d'expériences d'apprentissage. Alors, je prends un exemple de l'Université libre de Bruxelles, mais par hasard. J'avais un login, je me suis connecté. Non, c'est juste pour vous montrer. Alors, je vous montre un exemple qui est pédagogiquement travaillé, mais c'est pas un. Comment dire ça? C'est pas un truc. C'est pas le meilleur exemple. Je vous montre un exemple plus ou moins réaliste, et vous allez voir que les médias qui sont utilisés sont réalistes en soi. La vidéo ici, on va l'utiliser certes, mais on va l'utiliser. Alors, je vais remettre du son. On va l'utiliser pour l'engagement affectif et l'engagement. Do you like reading? Do you read in your mother tongue? Actually, we all read and we do it every day. Donc ici, on a une vidéo d'1 minute 22. Le but, c'est juste d'engager l'apprenant dans le module. C'est pour ça qu'on va lui poser des questions, on va faire du lien avec ce qu'il a déjà vu, etc. La vidéo, on va surtout l'utiliser pour ça. Ensuite, la matière en tant que telle, elle est sous forme de texte. Et donc, c'est bêtement sous forme de texte. Pourquoi? Parce que le texte, comme on peut le voir ici, très rapidement, sans avoir à le lire, on va voir comment il est découpé. On est habitué depuis pas mal de temps à lire du texte, à s'approprier du texte. Et lorsqu'on va mettre des vidéos à la disposition des étudiants, on va voir qu'ils vont avoir des difficultés à les utiliser, à s'approprier ce qui est dedans. Je vous donnerai des exemples par la suite. Donc, on va plutôt utiliser du texte. Ce texte, il est dans la plateforme, mais il est également proposé dans un notebook, un carnet de notes, qui va accompagner l'apprenant tout au long de son MOOC, à la fois un notebook sous forme PDF que l'apprenant peut imprimer, ou sous forme de traitement de texte qu'il va pouvoir annoter directement en ligne.
Ensuite, on va lui proposer une checklist. Donc la matière principale va être proposée sous une forme qui n'est pas la théorie en tant que telle, mais une théorie réutilisable. Alors là, vous allez me dire, mais c'est un cours d'anglais, c'est pas possible dans nos matières. Je vous montrerai des exemples par la suite. On va proposer un exercice où l'étudiant doit annoter un texte. Et là, on va retourner sur une vidéo, mais une vidéo qui va faire... Où la vidéo va être utilisée pour faire l'analyse du texte que l'étudiant, enfin l'apprenant en ligne, a dû lui-même compléter avant. Et donc, c'est vous dire que l'expérience, enfin l'apprentissage en ligne, nous on essaye de travailler sur des expériences d'apprentissage en ligne. C'est pas juste d'accumuler des médias, etc., mais c'est de pouvoir créer une expérience. Et pour que cette expérience, elle soit présente, il faut qu'il y ait toute une réflexion pédagogique sur laquelle on va revenir. Alors le titre de la conférence, j'avais mis « Innover pédagogiquement avec le numérique ». La première chose, c'est innover. Pourquoi innover? Alors, ce n'est pas faire complètement des choses qui n'existaient pas, même si j'ai l'impression que dans les projets qui ont déjà été présentés, j'étais là, waouh, ok, ça va loin au niveau des idées. Mais ça peut être juste de faire ce qui n'existe pas dans son propre contexte. Et donc, ce n'est pas juste faire des choses qui n'ont jamais été faites, c'est parfois prendre des choses qui existent déjà ailleurs et pouvoir les réadapter à son propre contexte. Mais c'est de l'innovation pédagogique. Innovation pédagogique, ce que j'entends par là, c'est une innovation qui tend à améliorer de manière significative l'apprentissage des étudiants. Et c'est ça l'objectif, améliorer l'apprentissage des étudiants. Et puis, vous avez avec le numérique, et donc le numérique vient en soutien à des pratiques pédagogiques qui visent à améliorer l'apprentissage des étudiants. On n'est pas en train de dire on va faire un MOOC pour ça, non, c'est plutôt le MOOC, l'apprentissage, les vidéos viendraient en soutien à certains moments pour des pratiques pédagogiques qui ont été définies. Et ce sera vraiment tout le propos de cette conférence. Alors, conférence interactive ou non-conférence, ça peut être vu dans les deux sens. Ce que je vous propose, c'est qu'à travers le plan qui est ici, je ne sais pas si on voit les autres termes un tout petit peu, je vais juste faire 2 points sur le pourquoi utiliser le numérique, enfin pourquoi en partie utiliser le numérique et quels résultats ça peut produire. Et par la suite, on va avoir un moment de non-conférence, c'est-à-dire que c'est vous qui, en fonction des questions que vous allez poser, amener, etc., qui allez jouer avec moi comme une marionnette. Et je vais donc essayer de répondre à toutes ces questions sur le comment faire. Et donc j'ai inversé un peu les choses. Je traiterai un peu du pourquoi, un peu de pour quel résultat, mais par votre intermédiaire, en fonction de vos besoins, en fonction de vos questions d'aujourd'hui, j'essaierai, tant bien que mal, de répondre à l'ensemble de ces questions. Et je ne l'ai pas annoncé, mais j'assure le service après-vente. S'il y a une question qui a pas trouvé une réponse, vous aurez mes coordonnées par email, puis je serai là durant toute la journée, donc n'hésitez pas. Et donc on réutilisera WooClap à ce moment-là et peut-être à d'autres moments pour discuter un peu avec vous. Alors pourquoi utiliser le numérique? Moi je vous ai posé la question dans ce mode interactif, d'abord à distance. Heureusement, enfin heureusement ou pas, c'est peut-être un jugement de valeur, mais presque toutes les personnes qui ont répondu qu'elles avaient l'envie d'améliorer l'apprentissage des étudiants. Et donc là, on est vraiment dans cette idée d'innovation pédagogique telle que je vous la définissais. Et puis, on peut avoir d'autres choses, du développement personnel ou professionnel, l'envie d'échanger avec les collègues, puis voilà, certaines choses. Il faut aussi que ce soit important pour vous, certes, c'est important de le faire pour vos étudiants, il faut que ce soit aussi important pour vous et que vous vous sentiez à l'aise d'intégrer le numérique, que ce soit en présence, à distance ou en hybride. C'est pas un leitmotiv, je ne vous dis pas de vous mettre au numérique nécessairement. Ça doit vraiment être aussi quelque chose qui va être important pour vous. Et puis, dans cette idée de pourquoi, je voulais juste vous donner quelques chiffres de l'Internet d'aujourd'hui, en quelque sorte, et de l'Internet qui est celui de vos étudiants, enfin le vôtre, mais aussi celui de vos étudiants. L'utilisation d'Internet aujourd'hui, c'est près de 4 milliards de personnes, et les réseaux sociaux, dans ces 4 milliards, c'est 3 milliards de personnes qui sont connectées, dont vos étudiants donc, qui partagent les photos de vos examens et de vos partiels.
Donc c'est ça aussi dans le contexte dans lequel vivent les jeunes d'aujourd'hui et vos étudiants et vivent aussi dans un contexte où il y a toutes ces applications. Je vais peut-être les détailler une à une. Enfin, Facebook, ça ne sert à rien de la détailler en tant que telle. Je vous ai pris aussi les chiffres de ce qui se passe sur cette application en 1 minute. 216 millions de photos aimées sur Facebook. Snapchat, c'est 7 millions de snaps. Snapchat, c'est une application qui permet d'envoyer des photos qui disparaissent, entre guillemets. Après un certain temps, maintenant c'est plutôt les Instagram Stories qui font la même chose. Mais c'est un outil particulièrement utilisé. Il y a des groupes d'entraide et de questions-réponses d'étudiants sur Snapchat. Ils forment un groupe. Il y en a un qui pose une question sur Snapchat, les autres répondent. Donc c'est comme ça que certains étudiants fonctionnent. Sur Twitter, c'est un outil qui est de moins en moins utilisé par les étudiants, ou du moins qui est d'a priori trop compliqué. On reviendra sur cette complexité du numérique, mais trop compliqué pour les étudiants, mais qui est quand même utilisé. Et puis YouTube, les chiffres ont encore augmenté. Moi, le chiffre qui m'impressionne à chaque fois, parce qu'il augmente lui aussi, c'est le nombre d'heures de vidéos téléchargées. Téléchargées dans le sens plutôt téléversées, donc mises en ligne. Donc 400 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Alors, il y a un peu de tout. C'était aussi dans les mots qui sont ressortis tout à l'heure. Mais il y a aussi des choses très intéressantes. Et je voulais vous mettre dans la peau non pas d'un étudiant ici de Toulouse, de l'INP ou quoi, un étudiant de l'Université libre de Bruxelles, en première année d'école d'ingénieur. Il vient d'arriver, on est le 20 septembre on va dire 2018, et son prof de physique générale de première année lui dit « Cette année, je fais un cours, mon cours est en classe inversée, et donc je vais vous donner des vidéos à voir avant mon cours, et puis lors de mon cours, ce sera plutôt des résolutions de cas, des exercices, on reviendra sur vos difficultés, etc. » Donc ce jeune, voilà, il rentre chez lui, ça se passe, le cours se fait le mercredi, on est le mardi soir, il rentre chez lui, il se dit « Ah, j'ai ma classe inversée. Avant ma classe inversée, je vais quand même aller un peu sur YouTube comme je fais tous les jours, je regarde une vidéo, j'ai zappé ma slide, voilà, je regarde une vidéo, par exemple. Et puis il se rappelle tout d'un coup, qu'il doit regarder sa vidéo pour la classe inversée en physique. Maintenant que tu as découvert la notion d'intégrale et la séquence introductive, je peux ici te proposer de voir comment on fait pour calculer des intégrales. Et tu verras que le calcul d'intégrale se base sur une notion mathématique bien précise qu'on a. Et il en a pour 42 minutes. Avec des choses très passionnantes. Ça vous touchera, je laisse un peu, parce que voilà. Non plus. Plus sérieusement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... ce que fait cet enseignant qui s'appelle Mark Alterman, qui a même un site de vidéo en physique, d'ailleurs je vais le citer parce qu'on rigole, mais ce qu'il fait derrière, il le produit par lui-même, et donc il a un site de vidéo, hop, je vais en faire la promotion, parce qu'après avoir rigolé, il faut quand même montrer... Voilà, clipedia.be, sur des vidéos en chimie, en physique, etc., destinées juste avant 18 ans ou après 18 ans, donc voilà, vous pourrez trouver des choses très intéressantes. Mais derrière cet exemple et derrière votre rire en quelque sorte, il ne faut pas courir après l'innovation technologique, courir après la technologie. On sera toujours en retard, on ne sera jamais assez bon, on sera plein de choses, jamais assez bon. Juste à se dire, on ne pourra pas avoir un niveau technologique, les enseignants ne sont pas tous et toutes des acteurs, donc se dire il faut faire des vidéos absolument, non. Et puis à côté de ça, la vidéo, c'est un média particulièrement compliqué pour les étudiants. Dans ce cours-là, c'est assez intéressant, j'ai étudié comment les étudiants s'appropriaient ces vidéos. Ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui les utilisent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écouter la vidéo, vont faire play, pause, play, pause, play, pause, retour en arrière, play, pause. Pourquoi? Pour recopier tout ce que l'enseignant dit. Mais donc il y a un truc qui est intéressant. L'enseignant qui avait un polycopier s'est dit je vais faire une classe inversée. Il passe des heures et des heures à créer des vidéos pédagogiques sur fond vert, tout ça. Il les met à disposition de ses étudiants
les étudiants qui passent des heures et des heures à recopier tout ce que l'enseignant dit sous une forme de texte qui était le polycopié, sûrement de moins bonne qualité que le polycopié de départ. Donc, on peut quand même se poser une question sur le coût-bénéfice, l'intérêt de tout ça. Mais si les étudiants ils recopient bêtement aussi, c'est pour un truc plus fondamental. Les étudiants, aujourd'hui, n'ont pas les compétences pour s'approprier des outils numériques qui sont issus de leur sphère personnelle à des fins académiques, professionnelles à la limite, mais dans un premier temps académiques et de travail. Qu'est-ce que j'entends par là? J'avance un tout petit peu, je saute quelques slides. Lorsqu'on interroge les étudiants, vous ne lirez pas les items, mais ce n'est pas grave. Oui. Lorsqu'on interroge les étudiants pour savoir s'ils sont compétents numériquement, les étudiants ils nous disent « ouais, pas de souci », enfin, vous voyez, c'est majoritairement vert, à part qu'on leur parle de créer des sites web, etc. Ce n'était pas uniquement en école d'ingénieurs, ils sont peut-être un peu moins calés qu'ici. Mais en tout cas, ils disent « il n'y a pas de souci, on gère les outils numériques ». Et moi, la manière dont je les interroge par intermédiaire de ce cadre-là. Ce sera la partie la plus théorique de la conférence. Mais c'est ce qu'on appelle un cadre de littératie médiatique. Ça permet de voir les médias pas uniquement sous le prisme technique qui est celui-ci et celui auquel on pense, oui, l'étudiant est capable d'allumer son smartphone, de se connecter au Wi-Fi. Okay. Mais à côté de ça, il y a la dimension informationnelle dans les médias. Et ou plusieurs personnes d'entre vous l'ont mis dans les mots, les fake news. Le fait de se dire quand c'est publié sur Facebook, c'est peut-être pas la même vérité que lorsque c'est publié sur le LMS du cours ou sur la plateforme institutionnelle. Alors là, vous vous dites, ouais, mais ça va, les étudiants, ils sont pas... Quand même. Petit exemple d'un étudiant. Alors, je vous raconte la scène, on m'a envoyé la capture d'écran. C'est un étudiant qui pose la question, vous savez, s'il reprend les mêmes questions à choix multiples pour le cours ITC, je ne sais plus c'est quoi le nom du cours, mais voilà, pour un certain cours. Un autre étudiant dit, c'était ce matin, l'examen de ce cours, donc c'était ce matin. L'autre dit, si tu le passes en août, il reprend les questions, oui. L'étudiant en question dit, c'était aujourd'hui. Et puis un de ses amis, et on m'a envoyé la capture d'écran, je ne l'ai pas mise, mais on m'a envoyé la capture d'écran qui explique ça, il dit, ouais, gros, sorry, j'ai dit mercredi, mais je pensais mardi. Et en effet, lorsqu'on remonte dans le flux du groupe Facebook, cet étudiant-là, le premier étudiant a posé la question quand se déroule l'examen, celui-ci a dit mercredi, pour se marrer, parce que c'est Facebook, on se fait des vannes, etc. Tout le monde a liké parce que c'était marrant. Le premier étudiant s'est dit l'examen est mercredi, pas de souci. Et donc, là, on a quand même des soucis de comprendre l'information, d'être capable de savoir, et on est aussi dans le lien avec la dimension sociale, se dire que sur les médias, les aspects d'émetteurs et de récepteurs, les conditions, les règles sociales sur Facebook, c'est qu'on va plus raconter des blagues ou être dans le second degré que dans le premier degré. Sauf pour cet étudiant, pour qui, lorsqu'on met un truc sur Facebook, et c'est le groupe Facebook, c'est pas Facebook à côté, non, c'est le groupe Facebook, c'est quand même pro. Non, c'est pas si pro que ça. Et donc ça, c'est la dimension à la fois sociale et un peu informationnelle, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'appréhender les informations, et dans les vidéos, c'est une grosse difficulté. Les vidéos sont un média opaque. Les étudiants, ils n'ont pas l'habitude, vous arrêtez une vidéo, vous ne savez pas ce qu'il y a après. Dans un texte, n'importe quel texte, on peut le scanner assez rapidement pour voir la longueur du texte, comment il se découpe, etc. Et donc le fait d'appréhender l'information à travers les médias numériques, et notamment les vidéos, ça peut être particulièrement difficile. Les aspects sociaux, c'est aussi comprendre les codes qui régissent les médias. Par exemple, aujourd'hui sur Facebook, je ne sais pas comment vous utilisez Facebook, ou si vous l'utilisez, mais pour ceux qui utilisent et qui ont les codes de la norme, normalement, lorsque vous prenez des nouvelles d'une personne à travers Facebook, vous ne lui demandez pas sur son mur « Salut, comment tu vas? Comment vont les enfants ?» Non, on n'écrit pas sur le mur de la personne, on va plutôt mettre ça dans les messages privés. Mais il n'y a pas de règles en soi, ce n'est pas codifié quelque part, mais il y a quand même implicitement des règles sociales qu'il faut être capable de comprendre dans ces différents médias. Et comprendre pour faire quoi? Pour 4 types de compétences. Lecture, c'est appréhender ces médias. Écriture, pouvoir produire à travers les médias. Naviguer, c'est faire de la recherche d'informations. Organiser, c'est organiser différents médias. Lorsqu'on interroge les étudiants à travers cette littératie médiatique, ce qu'on remarque, c'est que plus c'est rouge, plus ils sont compétents. Vous voyez que
niveau de compétence en littératie médiatique des étudiants est plutôt faible, et surtout, ce qu'on va voir, c'est poindre des inégalités. Ah oui, avant de revenir sur les inégalités, une autre copie d'écran. Vous allez me dire c'est des psychos, c'est normal. Mais là c'est un aspect technique. Les étudiants ne comprennent pas le fonctionnement du cloud, et le fait que si on a un dossier partagé, qu'on prend le fichier, qu'on le met sur son ordinateur, ben, ça disparaît chez tout le monde. Non, pour les étudiants, c'est Dropbox qui plante. Et donc souvent, la justification des étudiants, et de plus en plus, je l'entends énormément en entretien, c'est les outils numériques, ça ne fonctionne jamais. Ils ne se remettent même pas en question. Eux-mêmes, pour eux, c'est l'outil qui a des problèmes. Et donc, quand je vous parlais de dispositifs numériques, et ça c'est un peu le clou de la schizophrénie, c'est que aujourd'hui, à l'Université libre de Bruxelles en tout cas, peut-être pas chez vous, mais je vous le dis au cas où, lorsqu'on met en place un dispositif numérique, que ce soit avec de la vidéo, que ce soit de la classe inversée, où on a demandé aux étudiants de faire de la recherche d'informations, de produire collaborativement, de créer eux-mêmes soit des vidéos, etc., on va voir que ces compétences en littératie médiatique, elles vont avoir une influence sur les stratégies que les étudiants vont mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas parler d'impact sur les résultats, parce que les résultats peuvent être liés à la manière dont vous évaluez, à plein de choses. Mais par contre, en termes de qualité d'apprentissage, on va voir qu'il y a des étudiants qui vont être capables de s'approprier les médias numériques avec ce qu'on appelle des stratégies en profondeur, c'est-à-dire ce que vous attendez d'eux, qu'ils fassent vraiment du lien dans la matière, etc., et qu'ils appréhendent à la fois ces outils et le contenu qui s'y trouve. Et puis il y a ceux qui vont utiliser des stratégies en surface. Ce sont les moines copistes des vidéos. C'est ceux qui copient bêtement, puis qui étudient bêtement, et qui... voilà. Mais quand je dis bêtement, c'est parce qu'ils n'ont pas ces compétences pour s'approprier ces médias. Ils n'ont pas ces compétences pour collaborer, pour faire une bonne recherche d'informations. Oh, vous allez me dire, et c'est ce que j'entends partout, hein. Oui, mais ça doit être en primaire, en secondaire, enfin au lycée, au collège, voire en CP, que ça doit être mis en œuvre. Peut-être, mais en tout cas, ce qu'on remarque aujourd'hui, même si on va avoir s'il y a un usage très important de ces outils numériques, on voit que les étudiants sont très souvent connectés, qui sont très souvent sur Facebook. Au-delà de ça, ils sont très peu souvent sur d'autres outils, et l'intégration du numérique peut leur poser problème. Donc ça, c'est quand même une chose à faire réellement attention par rapport à tous les conseils que je vais vous donner par la suite. C'est lorsque vous allez mettre en œuvre du numérique, c'est d'accompagner vos étudiants dans l'usage de ces outils. Et pour continuer à répondre au pourquoi, certes, il y a vous qui utilisez les étudiants. Alors peut-être que vous l'avez vu. C'est pas grave, je voulais vous poser une question, mais je vais directement vous montrer. Au-delà du fait que vous pouvez accompagner vos étudiants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants ils utilisent déjà tous ces outils qui posent des problèmes. Et donc, à l'Université de Lyon 3, ils ont fait une étude assez intéressante. Ils ont analysé l'utilisation du réseau par leurs étudiants. Et ils ont remarqué que les réseaux sociaux accaparaient la plupart de la bande passante du réseau Internet. Et les chiffres sont un peu effarants. 34% du réseau est utilisé pour surfer sur Facebook. Moodle, la plateforme pédagogique, est quand même dans le classement, avec 1%. Alors, derrière, et c'est ce que je vous disais, vous dites peut-être, oui, mais c'est un chercheur qui le dit, en plus en sciences d'éducation, voilà. Mais peut-être que si c'est Le Monde qui le dit, c'est mieux. Derrière, les étudiants justifient en disant que Facebook serait devenu un outil indispensable pour partager, consulter des documents de cours, animer des travaux de groupe ou échanger. Et donc, ils l'utilisent aussi pour ça. On a fait également une petite enquête chez nous où, sur plusieurs cours, on a demandé aux étudiants quels sont les outils que vous mobilisez pour le cours. Alors nous, si vous voyez syllabus en Belgique, le syllabus c'est le polycopier. Facebook, c'est l'outil le plus utilisé pour les cours, le plus utilisé par la majorité des étudiants. Ce qui pose question devant tous les autres outils. C'est vraiment Facebook qui sort grand gagnant. Donc c'est de se dire que même si vous n'utilisez pas du numérique, vos étudiants, dans le cadre de vos cours, même si vous ne le savez pas, même si vous pouvez difficilement agir là-dessus, ils utilisent déjà des outils et des services numériques qui vont créer de l'inégalité. Déjà en termes d'accès, parce que je ne vais pas vous parler de tout ce qui est
politiques internes, des groupes Facebook où il y a des groupes Facebook généraux, puis il y a les groupes des meilleurs, puis le groupe des meilleurs qui travaillent qu'avec les meilleurs, etc., qui s'échangent que les meilleurs résumés, etc. Bref, mais au-delà de ça, les questions qui vont se passer. Quand je parlais de compétences numériques, dernier exemple, c'est lorsqu'un étudiant pose une question et qu'il y a déjà un ou une étudiante qui pose une question, ensuite il y a 10-15 réponses. L'étudiant qui a des compétences en littératie médiatique et aussi des compétences d'apprentissage va se dire, par rapport à cette question, la bonne réponse, ça devrait être ceci, cela. Puis il va seulement ouvrir les commentaires, comparer sa réponse avec les commentaires et puis être renforcé là-dedans. Par contre, l'étudiant qui n'a pas ces compétences et cette maîtrise à la littératie médiatique, il va ouvrir les commentaires, il va prendre la bonne réponse, à la limite, ces compétences-là, il va faire un copier-coller, il va l'intégrer peut-être dans son résumé. Mais voilà, ces outils créent aujourd'hui de l'inégalité entre les étudiants. Alors peut-être pas les étudiants surpréparés des écoles de l'IMP, mais voilà. Et puis, dernière phrase pour le pourquoi. Je dirais que je ne l'ai pas mise en français, j'ai toujours du mal à la traduire, cette phrase. Mais si vous vous demandez, est-ce qu'on doit intégrer le numérique, ou est-ce qu'en tant qu'enseignant, j'ai envie, ou je veux intégrer le numérique, est-ce que c'est pertinent? Si vous répondez à cette phrase positivement, oui, si le numérique vous rend plus autonome, vous donne plus de pouvoir pour apprendre, à vos apprenants pour apprendre, pour enseigner. Par exemple, on est dans un amphi comme ça, vous souhaitez faire de l'interaction, vous n'avez pas la possibilité de faire cette interaction, vous utilisez du numérique, ça vous permet d'échanger avec le groupe. Donc, c'est voir à ce que le numérique soit vraiment une plus-value par rapport à vos pratiques d'enseignement et pas juste un outil qui vient en plus, qui va poser plein de problèmes de connexion, de machin. Et pour les étudiants, ça devrait être également la même chose. Ce n'est pas juste un outil pour les amuser. Enfin, j'ai horreur des études qui montrent que ça motive plus les étudiants. Certes, ça les motive pendant un petit temps. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de leur donner plus de capacité à s'approprier vos contenus, capacité à travailler avec ça et capacité à apprendre. Donc l'utilisation du numérique ne devrait répondre qu'à ces besoins-là. Donc pourquoi utiliser? C'est si ça répond à cet empouvoirment, ce pouvoir en plus, cette capacité, cette autonomie, à la fois pour vous en tant qu'enseignant, mais également pour vos étudiants. Alors pour quels résultats? Je vais aller très vite pour avoir vos questions maintenant. Et parce que j'en ai déjà parlé. Souvent on me dit, mais quel est l'impact c'était peut-être une de vos questions, quel est l'impact du numérique sur l'apprentissage? Maintenant, on veut savoir l'impact du numérique. Je résume souvent cette question avec cette petite vidéo. Je vous la passe. Voilà. Juste vous dire que je ne serai pas le premier patient du médecin qui aura entièrement suivi son cursus en MOOC, par exemple. Et de se dire, mais c'est une question qui revient énormément, c'est quel est l'impact de, j'ai mis X ici, mais sur le taux de réussite des apprenants, se dire quel est l'impact, je sais pas, de l'ordinateur, du smartphone, des réseaux sociaux, des MOOC, des tableaux blancs interactifs, des tablettes, de n'importe quoi, Snapchat, sur le taux de réussite des apprenants. Ça, c'est des chercheurs en sciences de l'éducation complexés, je vais encore me faire des amis, c'est des chercheurs en sciences de l'éducation complexés d'être en sciences humaines qui essayent de poser des questions de sciences exactes et surtout d'appliquer des méthodes de sciences exactes où souvent dans ces recherches-là, on va voir, c'est très intéressant, on a un groupe qui n'a par exemple pas suivi, enfin il suit le cours, je sais pas, sans les votes interactifs par exemple, sans les votes interactifs. Puis on a un groupe avec vote interactif. On teste d'abord le niveau au départ, puis le cours se passe, et à la fin on voit le niveau, et là on peut dire que significativement c'est plus efficace ou pas. Mais dans ces études, on ne se préoccupe pas c'était pour vous, de l'enseignant par exemple. C'est-à-dire que les feedbacks c'est un peu la même chose.
quand je vous ai fait les questions tout à l'heure, même si vous aviez donné la bonne réponse, je vous ai donné un feedback, je vous ai expliqué pourquoi c'était 6 minutes. Si je vous fais juste, ben, c'est 6 minutes, allez, passons, hop, vous savez juste que c'était bon ou pas bon, mais vous n'en savez rien. Et donc, dans ces études-là, ça, on s'en fout. C'est la technologie qui est omnipotente. Comme si on intègre la technologie, tout d'un coup, ça change toutes les pratiques. Et plus besoin de on n'étudie plus l'enseignant, on n'étudie plus comment l'étudiant fonctionne, rien. Ça sert à rien. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de dépasser cette question avec cette citation-là. Je vais avancer un peu. Hop. J'aime beaucoup cette citation, je vous laisse la lire. Et donc, c'est dire que les facteurs de réussite, ils sont vraiment chez l'apprenant, d'une part, qui doit en faire un usage pertinent, et puis l'art du pédagogue. J'aime bien la phrase de sciences de l'éducation. L'art du pédagogue, le côté artistique. Ce n'est pas une règle absolue. Ce qui va fonctionner dans un amphi ne va pas fonctionner dans l'autre. Et donc là, il y a vraiment un travail en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant artiste, pour intégrer le numérique. Et par rapport à ça, juste, je reviens à ma petite photo de tout à l'heure, les étudiants, ils ont aussi, cette fois-ci j'ai oublié de flouter la marque, désolé pour la vidéo, s'il n'y a pas de publicité. Les étudiants inscrivent aussi leur environnement d'apprentissage. Et donc, au-delà de ce que vous allez mettre, les étudiants, eux, en fonction de leurs compétences, j'en ai parlé, de l'environnement qui se crée, ils vont voir un certain cours qui est peut-être ce que vous souhaitiez, mais qui est peut-être pas le cours, enfin, ils vivent pas le cours que vous aviez imaginé. En termes de chiffres, je vous montre ici un petit graphe, c'est pas grave si vous ne voyez pas les items en tant que tels. Ce graphe, c'est donc, on a demandé aux étudiants leur perception d'une classe inversée qu'ils avaient suivie avec un enseignant qui donnait donc des vidéos à distance et puis qui, en présence, faisait des études de cas, etc. Ce que vous voyez, c'est un patchwork. Ce patchwork représente la perception des mêmes étudiants qui ont suivi le même cours, certains disant que certaines choses se produisent quasi jamais, d'autres que ça se reproduit trop et que voilà, c'est trop présent. Et donc là, c'est de se dire que même si vous faites un dispositif bien cadré, etc., la perception des étudiants que vous avez face à vous par rapport à leurs facteurs personnels, à leur diversité personnelle, pour quand même réussir à placer le terme dans la conférence, et l'hétérogénéité de vos étudiants, fait qu'ils ne vont pas voir le même cours que leurs condisciples. Et donc, avant de passer à vos questions, juste vous résumer la manière dont je pense une partie, enfin je modélise une partie de l'impact du numérique en éducation. L'impact du numérique en éducation, c'est un enseignant qui, dans un environnement qui va le percevoir positivement, avec un sentiment d'efficacité personnelle par rapport au numérique lui-même positif, qui va mettre en œuvre, qui va intégrer du numérique dans un dispositif que, donc, j'aurais pu le faire avec le pointeur, c'était mieux, donc perception de l'environnement en fonction des facteurs personnels de l'enseignant et notamment de son sentiment d'efficacité personnelle, il va intégrer du numérique et cette intégration du numérique, elle va être perçue par les étudiants qui eux-mêmes, en fonction de leurs compétences, vont être engagés comportementalement, est-ce qu'ils vont continuer à venir au cours ou pas, déjà intéressant, cognitivement, est-ce qu'ils vont avoir des stratégies, comme je disais, en surface ou plutôt en profondeur, et affectivement, est-ce qu'ils vont aimer ce dispositif? Et donc, vous voyez qu'il se passe plein de choses entre ce que vous allez commencer à faire et puis ce qui se produit à l'autre bout de la chaîne. Ce n'est pas juste on intègre du numérique et ça change par la suite. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et aussi vous dire, dernière chose avant vos questions, que l'innovation, elle est parfois, je ne sais pas, il y aura peut-être des réactions là-dessus, mais parfois, et je dirais même souvent, mal vécue par les étudiants. Pourquoi? Parce qu'à l'Université libre de Bruxelles, les étudiants, ils ont l'habitude des cours très ex-cathedra, conférences, etc. Puis il y a un enseignant qui est un grain de folie, il fait une classe inversée. Et là, il y a deux modes d'évaluation. Le premier mode d'évaluation, c'est notre équipe, en quelque sorte scientifiquement, on va suivre les étudiants et on va voir que sur le terrain, dans certains types de classes inversées, ils développent des stratégies d'apprentissage plus en profondeur. On se dit, waouh, ils apprennent mieux.
Puis, deuxième mode d'évaluation, quelques semaines après le cours, les étudiants doivent faire une évaluation des enseignements. Ils évaluent le cours de l'enseignant avec des items prédéfinis. Et là, les étudiants ont tendance à évaluer négativement le cours. Et donc, ils apprennent mieux, mais ils aiment moins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette innovation. Et donc, les enseignants, il faut les accompagner psychologiquement en quelque sorte. Parce qu'on leur dit d'un côté, oui, ils ont mieux appris, c'est cool, etc. Et puis en même temps, ils n'ont jamais eu de si mauvais avis pédagogiques que cette année-là. Donc, c'est difficile après de vouloir persister là-dedans. Mais encore une fois, ça s'explique par quoi? Par ce modèle de vous dire, ce n'est pas juste parce qu'on intègre du numérique que ça change tout. Non, il y a la perception, votre perception, la perception des étudiants, etc. Et donc j'avais, pour le temps qui me reste, la question à vous poser si, évidemment, vous n'avez pas encore toutes les réponses, je reviens au clap. Une dernière question pour vous. C'était, quelle est la question que vous vous posez en suivant cette conférence, voire en suivant cette journée? Alors, par rapport à la thématique de la conférence, ne me demandez pas qu'est-ce qu'on mange à midi, pourquoi il pleut autant sur Toulouse. Est-ce qu'il y a une question en un mot, un ou deux mots? Je vais peut-être pas mettre... Voilà, j'ai pas mis le nuage de mots. Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Ça, c'est une bonne question. C'est l'hétérogénéité de l'amphi. Est-ce que l'évaluation est différente? Okay. Je vais voir un peu les différentes questions. Je vais essayer de les regrouper pour vous parler du comment. Alors je vous laisse encore 10-15 secondes pour avoir le temps de remplir tout ça. Il y a des gens déçus. J'ai fait 42 vidéos, est-ce que je dois les laisser tomber? Non. Alors, mon défi en 20 minutes. En 20 minutes, ça va être de répondre à tout ça. Et si pas, de vous teaser l'envie de venir me voir juste après, parce que j'ai les réponses à tout ça. Juste vous dire aussi que donc les questions resteront affichées. Je pourrais, à la limite, en faire une réponse sur un document. Ce que je vais vous envoyer, parce que c'était prévu, hein, que tout ne soit pas possible, je vous ai mis 20 ingrédients pour intégrer le numérique efficacement. Alors, je vais prendre quelques-uns de ces ingrédients ici. Vous allez ensuite recevoir ma présentation. Je suis également en train de faire, juste pour vous, mais je vais après la donner à tout le monde. Pour vous, c'est pour vous que j'ai eu l'idée. Ces 20 ingrédients, j'en fais une carte conceptuelle interactive dans laquelle vous allez avoir à chaque fois des fiches outils sur comment mettre en œuvre pédagogiquement ces ingrédients, parce que ces ingrédients, ils sont avant tout pédagogiques, et comment les mettre en œuvre d'un point de vue pédagogique, mais également quels outils numériques peuvent supporter ces ingrédients. Et ces ingrédients, c'est là qu'on revient à vous et à vos réponses de départ. C'est que ces ingrédients, ils se basent sur les résultats d'une recherche européenne qui s'appelle ISUB, enfin ils se basent notamment là-dessus, qui montre que si on met en place en partie, ou du moins si on met en place les items que je vous avais proposés dans l'enquête, et donc le fait de proposer des travaux de groupe en présence, à distance, des intervenants extérieurs, du multimédia pour les étudiants, etc., on va voir que les étudiants apprennent mieux. Alors derrière ça, ne prenez surtout pas l'idée de si je fais toute la liste qui est là, plus les 6 que Nicolas rajoute, ça sera super, ils vont tous apprendre. Non. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'apprentissage de manière générale et statistique est plus efficace. Et on voit qu'il y a quand même déjà des choses assez intéressantes qui sont... Alors, j'ai oublié de mettre la légende. En plus, ce n'était pas le lieu où je devais oublier de légender mon graphique. Alors, vous avez en bas en bleu les jamais, en vert les rarement, en jaune les parfois, et en orange les souvent. Mais on voit donc qu'il y a un ensemble de choses qui se font déjà pas mal. Alors, encore une fois,
c'était un petit sondage juste pour vous positionner, pour avoir un peu le niveau des personnes, ce qui était déjà mis en œuvre, voir sur quoi je pouvais axer également. Notamment sur les outils collaboratifs, on va y revenir, et les outils de communication synchrone. Mais c'est dire qu'il y a quand même déjà des pratiques pédagogiques ici qui sont à l'œuvre. Alors vous êtes peut-être un groupe particulier, au sens pédagogiquement plus averti ou pédagophile, j'en sais rien. Mais du moins un peu... Est-ce que c'est représentatif des enseignants? Ce serait intéressant de travailler un peu l'enquête et de la faire passer à tout le monde. Mais en fait, les items que je vous ai posés ici émanent de cette recherche. Et donc, si vous allez sur un site, alors vous retrouverez tout dans la présentation, si vous allez sur un site qui s'appelle pédagosub.fr/Karen, avec 2 N à la fin, vous allez pouvoir refaire ce questionnaire, et ce questionnaire, il va vous positionner dans un des types de dispositifs pédagogiques, il y en a 6. Il va également vous donner des conseils pour améliorer votre dispositif pédagogique. Et donc, le questionnaire que je vous ai fait passer, c'est vraiment un outil qui permet de vous positionner. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous faites très peu de numérique, etc., que ça ne fonctionne pas. Mais de manière générale, et en vous positionnant dans le type, l'outil va permettre de vous fournir des conseils. Alors, ces conseils-là, moi, je les reprends et j'en ai mis certains exemples. Et donc, ce sont ces 20 ingrédients que je vais utiliser maintenant en fonction de vos questions pour répondre à ces questions, puis vous les retrouverez à la fois dans mon diaporama et dans la carte conceptuelle que je mettrai à votre disposition. Donc, pas d'inquiétude si je ne parle pas de tout. Je vous mettrai également, juste pour le plaisir, une petite carte conceptuelle aussi pour ceux qui voulaient avoir des outils qui se disent « Oh, il n'a même pas cité d'outils numériques, etc. » J'ai une carte conceptuelle sur laquelle je collabore avec un collègue de tous les outils numériques pour faire tout et n'importe quoi. C'est assez large. Mais vous allez voir que ça se retrouve bien dans... Voilà, si vous voulez... Hop, j'enlève ceci. Faire de l'évaluation, de la communication, de l'écriture, voilà. Après, vous pouvez aller plus loin à chaque fois, parce que c'est des traitements de texte, des interfaces sans distraction, etc., etc. Et vous allez trouver à chaque fois des outils. La carte que je vais vous proposer en plus, ce sera le lien entre les pratiques pédagogiques et des outils issus de cette carte-là. Alors, je reviens maintenant à vos questions. Merci pour le commentaire, je ne sais pas. Palette d'ingrédients, une multitude de recettes possibles, et c'était vraiment la volonté. Il n'y a pas une manière de faire. Et c'est pour ça que la recherche à ISUP a tendance à dire qu'il y a des dispositifs meilleurs que d'autres. Moi, je reste au niveau des ingrédients. Voyez si c'est pertinent en fonction de vos pratiques de les mettre en œuvre. Je vais descendre. Qu'est-ce qu'une expérience d'un étudiant? Je vais y revenir. Peut-on encore se passer du numérique? Je vais en prendre quelques-unes comme ça. Je n'ai pas d'ingrédients pour ça. Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez enseigner en ne formant pas vos étudiants avec les outils, soit qu'ils mobilisent déjà, soit qu'ils mobiliseront dans le futur et surtout dans leur milieu professionnel? Donc, pour moi, il y a une nécessité aujourd'hui de les former parce que le numérique est présent et pour pouvoir se l'approprier efficacement. L'usage enseignant des réseaux sociaux en cours, je pourrais vous en parler. Le cours que je donne à l'université Sherbrooke au Québec se fait entièrement sur Facebook. Je pourrais vous montrer comment j'ai structuré un groupe Facebook pour de l'apprentissage. Je ne sais pas qui a posé, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ça. Alors, l'hétérogénéité, voilà, était revenue plusieurs fois et je crois que l'approche par compétences et par projet. Alors, l'hétérogénéité, vous allez retrouver là-dedans plein de pratiques et plein d'outils pour gérer cette hétérogénéité, limite en favorisant la participation active en présence et notamment, là je l'ai intégré, en utilisant eQuiz ici à Toulouse, mais vous allez pouvoir gérer cette hétérogénéité. En présence, vous allez pouvoir voir le niveau de vos étudiants, voir s'ils comprennent ou pas. Et il y a une fonctionnalité très intéressante dans eQuiz. On n'a pas payé pour en parler, hein, mais il y a une fonctionnalité très intéressante,
j'espère que je vais bien l'expliquer, ils ont une jauge pour dire à quel moment les étudiants sont perdus dans le cours. Donc ils peuvent dire « je suis perdu dans le cours ». Et vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir voir si cette jauge, c'est juste 2-3 étudiants, et à la limite, ils pourront venir vous poser la question, ou si c'est 60 des 70 étudiants de votre amphi qui sont perdus dans le cours. Donc ça va être intéressant et ça permet de gérer l'hétérogénéité. Gérer l'hétérogénéité, c'est aussi en proposant des dispositifs à distance, par exemple, avec de la lecture, des vidéos ou autres, et vous allez ensuite proposer à vos étudiants et étudiantes un test en ligne, un test sur la matière qui sera abordée en cours, et comme ça, vous allez démarrer votre cours avec les réponses à leurs tests, un peu comme moi aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement réexploité, mais je voyais un peu quel était votre profil, ce que vous faisiez ou pas déjà dans vos cours, ce qui était pertinent ou pas de vous parler aujourd'hui. Et donc ça permet de gérer l'hétérogénéité. Plutôt que d'arriver en cours et se dire « mais qui sont tous ces gens là devant moi ?» Non, en fonction des questions que je me pose, j'avais déjà des réponses, j'avais un profil de l'hétérogénéité de l'amphi. Donc voilà 2 possibilités pour gérer cette hétérogénéité. Et puis, ne jamais oublier d'évaluer les prérequis de vos étudiants, notamment dans les dispositifs en ligne. Vous leur mettez en place une classe inversée, ou un dispositif en ligne, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour les enseignants, c'est qu'ils vont concevoir la plupart du temps ce dispositif sans jamais voir leurs étudiants avant de le diffuser. Donc un cours en ligne, ça se conçoit pendant plusieurs mois. Vous ne voyez pas les étudiants finaux. Vous espérez que ce que vous avez produit va fonctionner. Et donc là, le fait d'évaluer les prérequis, ou du moins de vous dire ben moi je travaille pour ce public-là, et ce public-là, il a telle et telle compétence, et donc il faut leur annoncer d'une part, et peut-être leur proposer des outils pour être sûr qu'ils aient les compétences pour suivre votre dispositif en ligne. Sinon, votre cours, en classe inversée ou en cours hybride ou en ligne, il est entièrement foiré dès le début en quelque sorte. Les étudiants n'ont juste pas les compétences pour suivre votre dispositif. Et contrairement au présentiel, où dès le premier cours, vous voyez qu'ils sont là, vous voyez sur eQuiz que dès le premier cours, la 3e minute, ils sont déjà perdus, vous pouvez réguler dans un dispositif en ligne. Impossible. Ou possiblement, mais plus difficile. Et donc, il y a vraiment une importance là-dessus sur les prérequis pour gérer cette hétérogénéité. Alors, l'approche par compétences et numérique, elle est entièrement possible, que ce soit encore une fois en présence ou à distance. À distance, pour prendre l'exemple des étudiants que j'ai au Québec, moi je les amène à créer des séquences de cours qui utilisent les médias sociaux avec leurs étudiants. Et pour ça, par exemple, ils ont d'abord dû comprendre et analyser quelles étaient les compétences de leurs étudiants, les outils qu'ils utilisaient déjà. Donc, par rapport à ça, ils ont eu des activités à faire. Donc les étudiants, je vais peut-être même vous montrer, les étudiants, ils travaillent entièrement sur Facebook et ils développent leurs compétences. Et donc moi, ce que j'évalue, c'est leur capacité à mettre en œuvre tout ça. Merci Benoît d'avoir publié sur la conférence. Voilà, par exemple, ils vont développer des personas, des représentations de leurs propres étudiants. Ils sont allés faire des enquêtes. Ensuite, ils représentent ça sous forme de fiches. Donc, ils développent réellement leurs compétences. Encore une fois, et c'est lié à l'expérience d'apprentissage, je réponds à une autre question. L'utilisation du numérique et l'apprentissage à distance, ce n'est pas vidéo, quiz, petite activité interactive, vidéo, quiz, forum, quiz. Non, ça peut être autre chose. Les étudiants, je leur donne des activités. Après, ils partent dans les rues de Montréal. Je ne les suis pas. Interroger leurs étudiants, interroger des gens, puis ils se réunissent à distance pour créer leur séquence de cours, etc. Et ils vivent une expérience. Et l'expérience, c'est ça. C'est en quelque sorte ce qui n'est pas ancré dans les médias et qui va engager l'étudiant. Souvent, les enseignants, et on en parlait hier, les enseignants, lorsqu'ils produisent des cours en ligne, la peur, c'est « oui, mais on va voler mon contenu et il va se retrouver partout, il faut que ce soit bien protégé ». Nous, on essaye d'amener les enseignants à publier en Creative Commons parce que ça nous fait de la pub. En fait, les enseignants se font piller parce que c'est comme ça sur Internet de toute façon. Donc nos vidéos de MOOC se retrouvent sur YouTube, mais au moins ça fait de la publicité pour nos MOOC. L'exemple, c'est celui de Spice Up Your English, donc notre MOOC d'apprentissage de l'anglais. On a commencé avec 27 000 apprenants.
Deuxième session, 30 000 apprenants. Troisième session, 33 000. Et on a atteint la quatrième session, 40 000 apprenants. Différents à chaque fois. Lorsqu'on les interroge, on leur dit, enfin ils nous disent, c'est notamment parce qu'ils ont vu des ressources en ligne et qu'ils avaient envie de voir soit ce que c'était, soit de vivre cette expérience de cours. Donc ce terme aussi vient d'eux. Et c'est de dire que cette expérience-là, le fait de vivre le cours en ligne et le MOOC avec d'autres participants, de réagir avec l'enseignante, etc., et d'interagir avec elle, on ne sait pas le voler. Et c'est ça l'expérience qui est importante, l'expérience d'apprentissage. C'est le fait d'être engagé dans des dispositifs, d'avoir des activités qui les motivent, qui les engagent à la fois en termes d'engagement cognitif, ils apprennent, mais également comportementalement, ils font les choses. Ce n'est pas juste regarder des vidéos. Donc voilà pour ces deux éléments-là, assez rapides. Je retrouve Wooclap et quelques... Alors, est-ce qu'on laisse tomber les vidéos? Non, pas du tout. Vous pouvez continuer à faire des vidéos. Juste faites attention à ce buzz autour de la vidéo, que tout le monde fait des vidéos, que c'est important de faire de la vidéo, etc. etc. Il y a des moments dans un cours, des formes médiatiques en quelque sorte, des éléments de discours, des consignes, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire qu'une vidéo est plus appropriée qu'un texte. Il y a aussi plein de choses qui font qu'une vidéo est beaucoup moins appropriée qu'un texte, qu'un quiz, qu'un autre média. Donc la vidéo reste très pertinente si techniquement on fait attention à pas mal de choses. Et juste par rapport aux vidéos, j'essaie de vous retrouver une petite présentation. Hop, est-ce que je l'ai ici? La vidéo, non, évidemment. C'est quand je cherche quelque chose que je ne le retrouve pas. Hop, est-ce que je l'ai ici? Voilà, je voulais vous présenter ce monsieur. Vous présenter, par exemple, pour moi, ce qui était important en termes de vidéo pédagogique. C'est pas grave si vous ne le faites pas, encore que personne ne se sente blessé, mais la manière dont on conçoit et dont on accompagne les enseignants à la vidéo pédagogique, c'est plutôt en créant des vidéos comme celle-ci. Je vous déroule les 10 secondes et puis je vous explique ce qui se passe derrière. Even in a developing country. GDP growth measures how much value was created in 1 year in excess of the previous year, in terms of the previous year. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, bon, je n'ai pas le meilleur arrêt sur image, mais bon, tant pis. On va voir l'enseignant au départ, ça crée encore une fois ce que j'appelle de l'engagement affectif, le plaisir de retrouver quand même son enseignant, vous restez. Très intéressant. Donc l'étudiant ou l'étudiante voit l'enseignant et ensuite lorsqu'on a de la matière, on va la présenter sous forme d'un diaporama animé. Mais ce diaporama, on le placarde pas. Pourquoi? Parce que si on le placardait, même avec très peu d'informations, l'œil va avoir tendance à essayer de comprendre l'équation, de se dire mais qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter? Ah ben en fait je comprends pas, donc je vais l'écouter, sauf que quand je veux l'écouter, il a déjà fini son équation. Et donc là on va avoir tendance à guider le regard et également à avoir une différenciation entre ce qui est dit et ce qui est montré. On va dire in excess, on va dire mesure et pas égal. Donc on va vraiment faire tout un travail sur le lien entre ce qui est dit et ce qui est montré avec, après techniquement c'est juste encore une fois un simple PowerPoint, mais il y a toute une réflexion derrière aussi pour que la vidéo soit une vidéo réellement pédagogique. La plupart du temps, ce que je vois, ce ne sont pas des vidéos pédagogiques, ce sont juste des vidéos. Mais là, on essaye de penser des vidéos qui vont permettre un réel apprentissage et donc ça a besoin, ça nécessite un ensemble de caractéristiques qui sont à mettre en œuvre. Alors, l'innovation à tout prix, si vous dites innovation pédagogique, amélioration de l'apprentissage, j'espère, ou alors c'est la personne qui n'avait pas répondu que si elle changeait ses pratiques, c'était pour améliorer l'apprentissage de ses étudiants. L'innovation à tout prix, pas nécessairement, mais pensez à vos étudiants et répondre à leurs besoins, ça me semble important. Est-ce que l'évaluation doit être différente? En tout cas, oui, si dans les pratiques des étudiants, vous leur proposez d'autres choses, il va être important de modifier également vos formes d'évaluation. Et ça, la personne qui a posé la question pourra y revenir. Alors, est-ce que le numérique est toujours un cheval de Troie? Je parlais en tant qu'équipe d'accompagnement pédagogique. Ce que je remarque, c'est que les enseignants viennent par intérêt souvent, par rapport à « je veux créer une vidéo, je veux faire ceci », et nous, on va vraiment les engager dans un processus de réflexion sur l'utilisation à la fois du numérique, mais sur leur pratique pédagogique. Donc, en ce sens-là,
le numérique, pour moi, reste un cheval de Troie pour le développement professionnel, pédagogique des enseignants. Et la dernière chose, en guise de conclusion, et puis vous retrouverez plein de choses. Donc l'idée de la conférence, c'était aussi de vous interroger un peu avant, d'avoir un moment ensemble. Ben, ça tombe bien, mon ordi a planté. D'avoir un moment ensemble et puis de pouvoir vous envoyer des documents à distance suite à nos discussions ici, mais également suite à nos discussions en dehors. La dernière chose que je souhaitais vous dire et vous pousser à faire, c'est de simplement poser des questions à vos étudiants. Tout simple, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'ils veulent, mais juste leur demander, tiens, je souhaite faire ça avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous allez avoir des réponses super intéressantes. 2 exemples pour terminer. La première, c'est un enseignant en psycho. Désolé. Mon dernier exemple sera en chimie, comme ça. Un enseignant en psycho qui est passé en classe inversée. Le besoin de départ des étudiants, c'était de dire on en a marre, on est en 3e année de psycho, on n'a pas encore pratiqué, on aimerait bien pratiquer. Et donc l'enseignant dit ok, je mets ma matière à distance, sous différentes formes, passons là-dessus. Et puis en présence, ce seront des études de cas et des jeux de rôle, dans un amphi où ils sont 300, donc jeux de rôle. On va d'abord voir les étudiants avant de mettre ça en œuvre, et là les étudiants nous disent non mais vous êtes complètement fous, non. Et pourquoi? Parce que si on joue le jeu de rôle, c'est stressant, si on se trompe devant tout le monde, on va être la risée, etc. Ah oui. Et puis si on est dans l'amphi, c'est un peu ennuyeux de regarder deux personnes faire un jeu de rôle. C'est dit, ah ben oui. Et là on a eu une idée toute simple, mais on n'aurait pas pu l'avoir sans interroger les étudiants, c'est qu'on a commencé à utiliser WooClap pour les jeux de rôle. Comment ça se passe? Le jeu de rôle commence, et lorsqu'il y a une décision à prendre, l'enseignant interrompt le jeu de rôle, pose la question à l'amphi, et donc il va voter. Est-ce que vous pensez ça, est-ce que le psychologue doit faire ça, voter A? Est-ce que le psychologue doit faire ça, voter B? Est-ce que le psychologue doit faire ça, voter C? Les étudiants votent, et ensuite des débats en fonction des réponses, et puis le jeu de rôle continue. Ce qui fait que l'ensemble de l'amphi est actif. Cette innovation-là, en quelque sorte, cette idée-là, on ne l'aurait jamais eue sans interroger les étudiants. Et dernier exemple, en chimie, un enseignant qui est venu nous voir en disant « Je souhaite enregistrer ma dernière séance de cours, c'est une séance de questions-réponses, et donc vous avez un système qui permet d'enregistrer dans les amphis. Moi, je veux utiliser ce système. » On dit « Ok, on va d'abord voir les étudiants quand même, à la fin d'un cours, on leur dit « Votre prof va enregistrer votre dernier cours, c'est intéressant. » Ils disent « Ah bah oui. » Et sa demande à l'enseignant, c'est parce qu'il avait 400 étudiants normalement face à lui, et au dernier cours, ils n'étaient que 20. Et donc, on dit aux étudiants « Ouais, mais vous êtes que 20, vous allez venir. » Et là, ils disent « Ouais, mais si c'est enregistré, peut-être qu'on ne viendra pas. » Mais sauf que s'il n'y a plus d'étudiants, il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. S'il n'y a plus de réponses, ça ne sert à rien de faire la séance. Et suite à cette constatation assez élémentaire, on leur a posé la question « Mais pourquoi vous ne venez pas ?» Et donc chez nous, il y a une période, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais qu'on appelle le blocus. Le blocus, c'est la période de révision de 2 à 3 semaines qui engendre d'autres problèmes. Mais passons, période de révision de 2 à 3 semaines. Donc les étudiants, ils nous expliquent que même si c'est le dernier cours, ils n'ont pas encore étudié le cours. Donc ils n'ont pas envie d'aller poser soit une bête question, soit de ne pas poser de questions, parce que si l'enseignant le voit, il va peut-être les repérer, etc. Donc les étudiants ils préfèrent ne pas aller au cours, plutôt que de poser une bête question. Là, on est allé vers l'enseignant, on lui dit, ben voilà, le problème, c'est que le cours tombe trop tôt, les étudiants n'ont pas étudié. Ils disent, ok, pas de souci, on va faire la séance de cours quelques jours avant l'examen. Sauf que l'enseignant avait son examen le premier jour de la session, c'est-à-dire que la séance tombait en plein blocus. Et blocus, là, le terme prend tout son sens. Bouger un étudiant qui est en blocus, la Belgique étant un pays tellement grand, on était sûr qu'on n'aurait à nouveau personne. Et donc là, l'idée qu'on a eue avec l'enseignant, c'est de faire une séance à l'époque sur ce qu'on appelait, ce qu'on appelait Google Hangout, qui s'appelle aujourd'hui YouTube Live. Il a fait une séance en direct sur YouTube, et donc ça donne quelque chose comme ceci. C'est une question très intéressante, hein, je vous rassure. Voilà, où on avait 3 étudiants qui ont récupéré les questions des autres étudiants, et 3 jours avant l'examen, l'enseignant est venu chez nous faire sa séance de questions-réponses, mais entièrement en direct sur YouTube, avec des interactions avec ces 3 étudiants qui représentaient la masse des autres étudiants, qui regardaient ça en direct, qui posaient d'autres questions par chat. Alors souvent je dis Google et YouTube c'est bien, mais ULB Podcast et Easy Player c'est mieux.
qu'est-ce qu'on a fait? On a été on a été prendre la vidéo sur YouTube, on l'a mise dans notre propre lecteur, notre lecteur qui permet d'annoter les vidéos. Et le soir même, les étudiants pouvaient, par l'intermédiaire du moteur de recherche, taper l'une des questions, je ne sais pas, équation de Nernst, ça vous parlera sûrement, et retrouver le moment où un étudiant pose une question sur l'équation de Nernst, ou les différents moments où il retrouve cette question-là, et directement voir les réponses. Encore une fois, ça a été un succès pédagogique en quelque sorte, qui s'est développé après chez d'autres enseignants. Cette idée-là, on ne l'aurait jamais eue sans poser en 5 minutes les questions aux étudiants. Donc vraiment, le conseil absolu, c'est n'hésitez pas à aller voir vos étudiants, posez-leur des questions. Et il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour vos interactions. Je ne sais pas s'il y a des ultimes questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait le... Non, je regarde. Non, donc je vous souhaite un bon appétit et je reste disponible. Merci beaucoup. Il y a déjà eu pas mal de questions. Et si vous avez encore d'autres questions et vous voulez des exemples, n'hésitez pas à venir me voir. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.